moi, chez vous. Eh bien, c'est parce qu'il y a des enfants, il y a des adultes au Niger qui sont irradiés, qui ne bénéficient nullement, évidemment, de cette politique avec Areva. Donc, oui, nous tous, et je m'inclus dans cela, parce que si l'État paye des réparations au Niger, c'est avec mes impôts comme avec les vôtres. Mais l'électricité dont nous bénéficions à vil prix, eh bien, c'est au prix de la mort de ces enfants irradiés qui boivent de l'eau contaminée au Niger. Une entreprise comme Total ne paie pas d'impôts dans les pays où on fait des bénéfices. Donc, quand nous mettons de l'essence dans nos moteurs, ça serait beaucoup plus cher si on payait les choses au juste prix. Donc, oui, c'est normal que nous prenions sur nous pour réparer ces injustices dont nos ancêtres ont bénéficié, dont nous bénéficions encore, et que nous paierons de plus en plus cher si nous ne voulons pas réparer. Donc c'est à la fois notre honneur et notre intérêt que de réparer les crimes d'hier d'aujourd'hui. Dernière explication, et cette explication c'est celle que donne Wole Soyinka, le prix Nobel de littérature d'origine nigériane. Il dit en substance, si on ne répare pas un crime, on organise l'impunité, et l'impunité prépare la récidive. Si demain matin je dis le viol eh bien, est permis en France, eh bien, je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de viols qu'hier. Il ne suffit pas d'avoir une loi contre le viol pour l'empêcher, mais il suffit d'organiser l'impunité pour organiser la récidive. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, pourquoi les choses continuent? C'est parce que les entreprises qui, avant-hier, ont organisé l'exploitation de l'homme par l'homme, n'ont pas été inquiétées. Elles ont donc continué dans la deuxième époque coloniale et elles n'ont pas été inquiétées. Comme elles n'ont pas été inquiétées, elles continuent aujourd'hui sous des formes différentes. Et tant qu'il n'y a pas une sanction politique ou judiciaire, les gens continueront et c'est normal. C'est normal en tout cas, c'est logique, c'est prévisible. Et donc s'il n'y a pas une réparation, c'est-à-dire une sanction contre les États, contre les personnes, contre les entreprises, quelles que soient les responsabilités, eh bien nous préparons les crimes de demain. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui la justice, parce que la réparation c'est ça. Il n'y a pas de réparation sans justice, ce sont deux mots synonymes. C'est demain vous avez subi un préjudice, vous allez voir le juge, vous demandez réparation. Donc, réparation, justice, c'est deux mots synonymes. Si vous n'organisez pas la justice aujourd'hui, vous préparez l'injustice de demain. Et ça désidentifie aussi, parce que la réparation permet la réappropriation identitaire individuelle et collective. C'est ce que j'ai travaillé sur le terrorisme. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y, monsieur. Oui, je voulais savoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'esclavage moderne aujourd'hui avec la mondialisation, l'accroissement des richesses et par exemple, on voit qu'il va y avoir la Coupe du Monde au Qatar en 2022 avec des ouvriers exploités qui travaillent dans des conditions misérables et il y a de plus en plus d'entreprises qui délocalisent et je vous demandais si on ne peut pas dire que c'est une forme d'esclavage moderne. Et parallèlement, moi j'aurais connaître les démarches du CRAN qui est en Mauritanie vis-à-vis des populations noires qui combattent un esclavagisme moderne, qui est très d'actualité. Comment réparer quoi, avec les problèmes de corruption dans les pays? Oui, pardon. Comment réparer voilà. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un état de droit solide pour commencer à réparer? Moi j'aimerais quand même dire aussi, ces questions en effet de réparation, on va dire matérielle que tu évoques, en effet il faut absolument que les États entre eux puissent trouver une solution, une réponse, pour pouvoir en effet se réconcilier, mais moi c'est pas ces réparations qui m'intéressent. Moi les réparations qui m'intéressent c'est des réparations de mot à mot, hein, M-O-T-S pour des mots M-A-U-X. C'est-à-dire que, comme disait tout à l'heure, hein, monsieur le voisin à côté de moi là, il y a ces questions qui, en effet, notre passé, on est tous en effet imbibés par toutes ces vécus finalement, hein, des ancêtres, hein, je veux dire pas forcément moi, hein, mais je veux dire, on est actuellement en train de subir les conséquences, parce que tu parles de réparation, mais aujourd'hui la société, je parle de la société dans laquelle on vit, la société française, va si mal parce que justement ces mots n'ont pas été prononcés pour pouvoir mettre un pansement sur ces mots, éventuellement, ces mots MAUX intergénérationnellement vécus.
Hein, c'est surtout ça qui m'intéresse aujourd'hui, dans l'intérêt de tout le monde, pour le bien vivre ensemble, hein, dans la société qui nous concerne, nous, au XXIe siècle. Une question. Et finalement, je me posais la question, est-ce qu'on pourra, avec tous les moyens du monde, réparer ce qui a déjà été fait? Parce que de toute façon, c'est déjà tellement énorme que rien, ça suffirait pas assez, en fait. Je veux dire, pour les gens qui ont ces sentiments, ce vécu, ces douleurs, ça sera jamais assez, en fait. C'est la question que je me posais. Alors, je commence par la dernière. Oui, pardon. Une petite question. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible à l'heure actuelle d'ouvrir ce débat-là dans la société en général, la société française, de faire entendre aux Français qu'il est nécessaire d'avoir une réparation et qu'elle est pour leur bien, qu'elle soit économique ou autre. Mais voilà. Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'il y a un moyen, quand on voit ce qui vient de se passer là il y a très peu de temps? Voilà. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre inverse. Oui, je pense que... Parce qu'il y a des questions écrites, on n'oublie pas. Hein. Alors, oui, je pense... Alors, c'est vrai qu'il y a un climat un peu particulier en France. Le Front National et la lepénisation des esprits, au-delà du Front National, bien sûr, à droite et à gauche, augmentent. Mais souvent, les gens se disent, mon Dieu, comme c'est un climat un peu raciste, et pas seulement raciste, réactionnaire au sens large, de plus en plus important, essayons de modérer nos ambitions. Moi, je dis, c'est l'inverse. Plus il y a de racisme face à nous, plus il faut également contrebalancer les choses, il faut être d'autant plus exigeant. Et la preuve, c'est que ça a marché. Quand nous avons lancé cette campagne sur les réparations en 2012-2013, que n'ai-je entendu? Les gens me demandaient, mais vraiment, le pauvre garçon, il y croit vraiment, le pauvre, il pense que de son vivant, il verra des choses. Et moi, j'ai dit aux gens, je ne les verrai pas de mon vivant, je les verrai de ma présidence du CRAN. Et je ne serai pas président à vie. Je serai président jusqu'à la fin de l'année. Donc je me suis engagé, j'ai dit aux membres du CRAN, on n'aura pas toutes les réparations qu'on demande d'ici là, évidemment. Mais je m'engage à ce qu'on obtienne une première réparation concrète avant la fin de mon mandat. Eh bien, la fin de mon mandat arrive, la fin de M. Hollande aussi, et M. Hollande a mis en place une fondation. C'était la première de nos demandes, c'est des réparations morales et financières. Alors, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, les réactionnaires sont toujours vivants, donc on peut continuer. Et donc c'est vrai que les gens, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait cette fondation, mais c'est récent, ils se disent finalement, des réparations, c'est pas insurmontable, ma foi. Donc je crois qu'on peut avancer. Alors évidemment, vous disiez, mais c'est tellement énorme. Les crimes dont on parle dans le monde entier, il n'y a pas que la France. Et c'est vrai, et il est évident de toute façon qu'il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui sont irréparables. Les gens qui sont morts, les gens qui ont souffert, toutes les opportunités gâchées, tout ce qui a été saccagé, toutes les cultures qui ont été détruites, on ne va pas les reconstruire. Et la réparation n'est pas un retour en arrière pour essayer de refaire à l'identique ce qui est perdu, ça c'est irréparable. Mais il y a des choses irréparables, ça ne veut pas dire que rien n'est réparable. Par exemple, et c'est pour ça que je dis effectivement, c'est énorme, et je suis persuadé, sans doute comme vous, qu'on ne pourra pas tout réparer, parce qu'il y a des choses qui sont irréparables. Ça, c'est une certitude. Mais tout ce qui peut être réparé doit l'être. Voilà. Et avec les moyens que nous pourrons utiliser. Je vais donner un exemple essentiel que je n'ai pas abordé ici, c'est la réparation climatique. Tout le monde comprend bien que le défi majeur du XXIe siècle, c'est la question du climat. Ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que la question du climat achoppe depuis 30 ans sur la question de la réparation climatique. Les pays du Sud n'ont pas la même vision que les pays du Nord. Les pays du Nord disent chacun doit faire des efforts qui sont forcément financiers et on va calculer en fonction de la population. Par exemple, la Chine, 1 milliard d'habitants, tel effort. Les États-Unis, 1/3 de milliard, 1/3 de la somme pour les Chinois. Les Chinois, les Brésiliens et les autres pays d'Afrique et les pays du Sud disent pas du tout. On ne va pas compter comme ça en fonction de la population d'aujourd'hui, on va compter selon l'histoire. Car vous avez payé nos ressources, vous avez pollué la planète, et il n'est pas question qu'on paye autant que vous. La logique pollueur-payeur, qui est une logique de réparation environnementale, c'est ça. Donc les pays du Sud disent, on va regarder qui a
polluer quoi, en payant quoi, et c'est en fonction de ça aussi qu'on va évidemment calculer la question climatique. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginez que j'arrive ici demain ou ce soir chez mon camarade, que je décide de le capturer, de le ligoter et de le mettre dans un placard. Et je m'installe par exemple dans la cuisine, il y a de la farine, du beurre, des œufs, du chocolat, je fais un gâteau au chocolat parce que j'aime bien ça. Alors je commence à manger le gâteau. Sur ses entrefaits, comme il est costaud, il se libère, il arrive dans la cuisine et je lui dis « Ah, mais tu es là, mais il reste un bout de gâteau, on va le partager en deux. » Il va me dire « Je ne crois pas. » Eh bien, c'est ça, les rapports Nord-Sud. Les pays du Nord disent eh ben, on va voir en fonction des habitants. Les pays du Sud, non, c'est pas comme ça. C'est vous qui avez massivement pollué la planète avec nos ressources que vous n'avez pas forcément achetées au bon prix. Donc, on va calculer non seulement en fonction du nombre d'habitants, c'est normal, mais aussi en fonction de l'histoire et de l'histoire coloniale. Donc, vous voyez bien que là, c'est énorme aussi, mais si on ne traite pas cette question sérieusement, on va droit dans le mur. Et d'ailleurs, je crois qu'on est en train d'aller droit dans le mur. Mais c'est pour dire que ce n'est pas une question abstraite, une question du passé. J'ai montré 3 exemples concrets. En voici un autre qui est encore plus énorme, peut-être que ce que vous avez indiqué, et qui pourtant ne peut pas être ignoré. Si on ne traite pas cette question énorme, eh bien, on est tous morts. On est tous morts. C'est pour ça que la question de la réparation, et on n'en parle jamais, hein. Quand on vous parle du climat, on vous dit que ça se réchauffe, les ours blancs meurent, bon très bien, mais c'est pas ça. La question de la réparation du climat, c'est une question de réparation. Et quand je parle de réparation dans l'ensemble, il y a ce chapitre-là qui n'est pas le moindre. Donc si on ne traite pas ces questions sérieusement, c'est le sort de l'humanité qui en dépend. Donc c'est pas une question qu'on peut comme ça poser, peut-être si on est gentil, si on est sympa. Non, non, on va droit dans le mur si on ne la pose pas. Et les pays du Sud, on peut trouver qu'ils sont intransigeants. On peut le regretter. Mais ils disent, il n'est pas question que cette question ne soit pas sur l'agenda. Et donc vous devez payer une quote-part qui est juste. La justice climatique, c'est la réparation climatique. La Mauritanie... oui, nous sommes allés en Mauritanie, d'ailleurs, il y a quelques années. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Et le travail que nous faisons en ce moment avec la CGT, puisque c'est Bernard Thibault qui représente les associations, les syndicats au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, eh bien, quand nous disons qu'il faut faire reconnaître le travail forcé comme crime contre l'humanité, nous parlons du travail forcé de l'époque coloniale et d'aujourd'hui. Parce que finalement, il y a eu 3 esclavages. Il y en a d'autres, évidemment, mais enfin, les 3 esclavages que j'évoquais aujourd'hui, c'est l'esclavage colonial, à l'époque du Code noir, l'esclavage travail forcé, dans les années 1880-1946, et puis il y a ce travail moderne, cet esclavage moderne, même si je n'aime pas cette expression, qui existe aujourd'hui. Vous avez parlé du Qatar à juste titre, et ça aussi c'est du travail forcé. Le travail forcé colonial que j'évoquais, c'est le maillon manquant entre la traite négrière et l'esclavage dit moderne. Et donc la démarche que nous faisons aujourd'hui au niveau de l'OIT, c'est une démarche pour que soit reconnu comme crime contre l'humanité, non seulement le travail forcé de l'époque coloniale, mais le travail forcé d'aujourd'hui. Pour qu'on ne dise pas, ah, il y a un ambassadeur qui a une servante, bon, elle est un peu esclave, mais bon, c'est un crime contre l'humanité. Si c'est des grandes entreprises au Qatar ou ailleurs, c'est un crime contre l'humanité, et donc il faut se doter des moyens législatifs et coercitifs pour résoudre cette question à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, si vous avez une esclave chez vous, vous êtes passible, je crois, de 7 ans de prison. Bon, c'est rentable, en fait. Il faut que cela soit considéré comme un crime contre l'humanité avec les peines correspondantes. Voilà, je crois avoir répondu à l'ensemble des questions pour l'instant. J'ai 2 questions écrites. Avez-vous des informations sur les procédés vis-à-vis des travailleurs africains en Afrique de la Chine de nos jours? Ensuite, l'autre question, pourquoi ne pas constituer un collectif d'artistes reconnus mondialement et africains? Youssou N'Dour, Amadou et Myriam, c'est ça? Césaria Evora, par exemple. Oh bah, elle est décédée, Césaria. Mais je vois l'idée. Son esprit plane quand même, peut-être parmi nous. Alors, une autre par écrite, là, quel type de réparation pourrait-on proposer aux descendants des victimes de l'île de Gorée, au Sénégal? Je pense que vous avez des organisations similaires à la vôtre dans d'autres pays qui sont aussi touchés par ça. Est-ce que vous pensez qu'une synergie entre toutes ces confédérations européennes aura peut-être un peu plus de poids
si tant est que vous n'avez pas déjà du toit actuellement. Alors oui, répondre à ces questions. Oui, bien sûr, nous travaillons en réseau. Nous avons déjà plusieurs crans dans des pays d'Afrique, et aussi au Brésil ou aux États-Unis. Et nous avons des partenaires dans chacun de ces pays. Sur la question de la restitution, par exemple, nous ne pouvons rien faire sans le cran Bénin et les partenaires béninois, bien sûr, du cran Bénin. Donc, sur chacun de ces dossiers, c'est important. Les partenaires européens aussi. J'ai évoqué tout à l'heure l'Union européenne. Il y a au sein de l'Union européenne un groupe de parlementaires qui travaillent sur le racisme en particulier. Et nous travaillons avec eux et avec les associations qui travaillent à Bruxelles. En gros, le groupe s'appelle ENAR, c'est European Network Against Racism, qui est la plus grande coalition antiraciste en Europe. Ils travaillaient autrefois uniquement sur les questions antiracistes et nous leur avons expliqué que on ne pouvait pas travailler sur le racisme sans travailler aussi sur le colonialisme. Pourquoi? Parce que le colonialisme, on en parlait tout à l'heure, c'est du macro-racisme. Le racisme, parfois, c'est juste entre deux personnes. Pas forcément, mais ça peut être... Voilà. Le colonialisme, c'est entre deux États. Et vous ne pouvez pas coloniser un peuple sans dire « je suis supérieur à vous par ma race, par ma religion, ma civilisation. Et donc, étant supérieur, j'ai le droit de m'imposer à vous, de vous occuper, de vous coloniser. » Donc, le colonialisme, c'est du racisme d'un État sur un État, d'un peuple sur un autre peuple, etc. Et donc on ne peut pas dire le colonialisme, c'est pas mon sujet. Donc ENAR était une association antiraciste qui ne travaillait pas sur le colonialisme. On leur a expliqué la nécessité de s'engager là-dessus. Et ils sont maintenant à nos côtés sur cette campagne de restitution, par exemple. Une campagne qu'on travaille avec eux et avec du coup toutes les associations membres, évidemment d'ENAR, c'est la reconnaissance d'une journée européenne pour la mémoire de la colonisation et de ses victimes. Il n'y a pas de journée européenne, voilà. Donc oui, effectivement, vous avez raison, c'est comme ça qu'on réussit. Les synergies, il y en a déjà. Et une question qui est un petit peu en parallèle aussi, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que vous êtes un homme de dossier. Vous parlez de Bruxelles, de l'OIT, beaucoup d'organismes, et je pense que c'est beaucoup de travail dans l'ombre pour faire avancer les dossiers, des projets de loi accessibles du flot, etc. Est-ce qu'en parallèle, vous ne pensez pas qu'il faut aussi des actions, je ne dis pas coup de poing parce que ce serait malvenu comme terme, mais en tout cas des actions de terrain, comme il peut y avoir des manifestations, on peut penser à la France Insoumise quand il y a des gens qui manifestent, des organisations syndicales par rapport à des conditions de travail et autres, et qu'on vous voit peut-être un peu plus sur le terrain. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure, on l'apprend plus ou moins, on le savait mais sans avoir approfondi, et des manifestations de terrain c'est aussi médiatiquement quelque chose d'assez fort. Non, je comprends ce que vous dites. Alors, nous le ferons, mais sur d'autres sujets. Honnêtement, parce que sur ces sujets-là, c'est très très difficile de mobiliser sur le terrain. D'abord, en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les journalistes d'aujourd'hui sont un peu blasés. Une manifestation où il y a moins de 20 000 personnes, ils ne se déplacent pas. Et sur ces sujets-là, c'est très très difficile de mobiliser énormément. Donc c'est très compliqué, mais il y a d'autres moyens. Alors, des mobilisations plus massives, on en fait, mais sur d'autres sujets. Il y a des sujets... Parce que souvent, les gens que je côtoie sont tout à fait favorables à nos idées, mais ils n'y croient pas. En fait, ils n'y croient pas au sens où ils disent « ça ne va pas marcher ». Donc si on leur dit « il y a eu des violences policières, venez avec nous », ils nous suivent. Parce que pour eux, c'est quotidien. Mais si on leur dit « regardez, les Béninois, ils ne peuvent pas récupérer leur trésor, ou il y a des gens qui sont morts, il y a 80 ans, mais en fait ça continue encore aujourd'hui, ils disent oui, mais c'est en Afrique, c'est un peu loin, on a d'autres soucis, etc. Ce que je peux entendre. Et donc il faut trouver d'autres techniques de mobilisation, et chaque sujet implique sa méthodologie. Alors, je ne dis pas qu'on a réussi, hein, mais quand même finalement ça avance pas mal. À mon avis, d'ici 2-3 ans, on aura gain de cause sur le Bénin. On commence à avoir gain de cause, je l'ai dit, sur les réparations morales et financières, même si ce n'est pas suffisant. Sur la question des artistes, c'est vrai qu'on a peu d'artistes. Le problème, il est surtout en France. Les artistes français ou les sportifs, ils sont très très difficiles à mobiliser. Y compris des gens que vous verrez sur les plateaux télévisés, des sportifs qui vous expliquent qu'ils sont contre le racisme, vraiment, voilà. Et puis quand vous les sollicitez sur un cas concret, il n'y a plus personne. Ils sont pris dans les enjeux de l'argent aussi, hein, et du pouvoir. Je vais vous donner un exemple. Il y avait eu la polémique autour de Laurent Blanc sur le racisme, vous vous rappelez, dans le football. Voilà, on connaît beaucoup de footballeurs noirs.
Il y en a plus d'un en France. On les a contactés. Lilian Thuram est impliqué, non? Nous sommes